Regardez autour de vous, notre belle planète, et vous verrez que nous sommes entourés par l'extraordinaire. Les fleurs, les insectes et les animaux, notre monde est rempli de créatures incroyables. Mais comment tout cela a-t-il vu le jour? Est-ce que c'était un accident, le résultat d'une chance hasardeuse, ou est-ce qu'il y aurait une autre explication? Bonjour, je suis David Hines et dans quelques minutes, nous allons entrer ensemble dans le monde des créatures incroyables pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Laissez-moi vous présenter le Dr Job Martin. Dr Martin était un scientifique de formation traditionnelle qui a suivi une formation approfondie. J'étais spécialisée en biologie et en musique à l'université de Bucknell. Je suis allée à l'école dentaire de l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Quand je suis sortie de l'université dentaire, j'étais un agnostique. Je ne savais pas si Dieu existait ou pas. Je faisais des recherches sur le bouddhisme zen. J'étais un évolutionniste jusqu'au bout des ongles. Pendant la période du Vietnam, Dr Martin a servi le président Johnson à bord de l'Air Force 1 dans le cadre de la 89e escouade de transport aérien militaire. Plus tard, il est devenu professeur universitaire en tant que dentiste et c'était un évolutionniste engagé. Quand je repense à la manière dont on m'a enseigné l'évolution, en gros, ça a commencé avec le Big Bang. Tout d'un coup, sur des millions d'années, d'une manière ou d'une autre, dans cette soupe primitive, une graine de vie est apparue. Et cette graine de vie, sur environ 3 millions d'années, disent-ils, est finalement devenue une cellule vivante qui pouvait se reproduire. Et cette cellule serait devenue tout ce que nous voyons aujourd'hui. On m'a appris que tout ce que nous voyons, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, d'une paramécie ou d'un pin sylvestre, que tout venait de cette petite graine de vie. Mais la vision du monde du Dr Martin était sur le point d'être totalement ébranlée quand, en tant que professeur, il a été mis à l'épreuve par 2 de ses étudiants. 2 de mes élèves ont mis à l'épreuve ma pensée évolutionniste. Ils m'ont montré certaines hypothèses qu'émettent les évolutionnistes qui ne m'ont jamais été enseignées et qui ne sont toujours pas enseignées aujourd'hui. Je suis donc allée leur demander dans tout le pays, êtes-vous au courant que les techniques de datation reposent sur des suppositions? Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des faits. Non, ce sont des hypothèses et on ne l'enseigne toujours pas. Nous avons donc examiné ces suppositions et j'ai commencé à comprendre qu'elles n'étaient pas recevables. Puis nous avons étudié les petits animaux parce que j'étais un maître en biologie, j'adore les animaux et j'adore les étudier. Nous avons étudié le coléoptère bombardier et d'autres animaux. J'ai commencé à voir qu'il n'y avait absolument aucun moyen que ces petites créatures, quelles qu'elles soient, puissent exister en tant que résultat d'un processus de progression lente. Un poumon partiel, un foie partiel, un cerveau en voie de développement ou une posture de corps en voie de transition n'existent pas. Tous les éléments doivent être tous là en même temps. Si ce n'est pas le cas, l'animal est mort. Aujourd'hui, le Dr Martin donne des conférences à des étudiants à travers tout le pays au sujet de ses découvertes remarquables sur ces animaux. Il y a des mammifères géants qui vivent dans l'océan, mais ils ont besoin d'air pour respirer. Ils peuvent consommer plus de 200 000 litres d'air par minute et peuvent peser jusqu'à 135 tonnes. Leur langue à elle seule peut peser aussi lourd qu'un éléphant. Et quand ils nagent à la surface, ils peuvent générer la force de 3 voitures américaines type Chrysler. Ce sont les baleines, les géantes des profondeurs. C'est l'animal le plus gros qui n'ait jamais été créé, à ce que nous savons. Nous n'avons aucun fossile d'aucun autre dinosaure plus gros que les plus gros rorquals bleus. 30 mètres de long, 135 tonnes. La langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. Elle peut contenir 22 tonnes de graisse. Je dis bien 22 tonnes, pas 22 kilos. Mais les baleines ne sont pas seulement massives. Elles sont conçues de manière complexe. La baleine à bosse a les plus grandes nageoires. Ces nageoires sont comme les oreilles des éléphants et elles agissent comme des climatiseurs parce que cette baleine vit dans les eaux peu profondes qui sont plus chaudes, puis va dans les profondeurs et fait ainsi beaucoup de va-et-vient. Elle subit donc d'énormes changements de température à l'extérieur de son corps.
Ces nageoires ont toutes sortes de petits vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau et la baleine peut les utiliser pour se refroidir ou pour se réchauffer. Ces baleines vont plonger dans les profondeurs et vont souffler des bulles par leur trou de soufflage. Elles commenceront par un gros anneau de bulles et on ne sait comment, mais ça agit comme un filet pour le krill. Elles vont nager ensuite loin des bulles, reviennent au milieu et viennent fermer l'anneau en nageant en cercle de plus en plus petit. Elles parviennent à tous les piéger seulement avec des bulles. Ensuite, elles nagent jusqu'au milieu en arrivant par-dessous, ouvrent leur grande bouche. Elles peuvent avaler 1 tonne de krill en une seule fois. Elles sont comme des pêcheurs experts, c'est incroyable. Si l'évolution est vraie, comment les animaux ont mis ces choses en place ? Les cachalots font des plongées très profondes de 170 mètres par minute. Prenons une baleine de 20 mètres. Vous avez une augmentation de pression environ tous les 3,50 mètres. Donc si elle mesure 20 mètres de long, elle pourrait avoir 3, 4 ou 5 niveaux de pression différentes sur les différentes parties de son corps. On pourrait penser logiquement que ça devrait faire éclater la baleine. Mais Dieu les a construites de telle sorte qu'elles peuvent avoir différents niveaux de pression exercés sur leur vaisseau sanguin. Et elles ont un cœur puissant qui peut peser jusqu'à 1 tonne et qui va pomper ce sang à travers toutes les veines et les artères. Elles peuvent fermer certaines parties de leur système circulatoire de sorte que si elles ont besoin d'un peu plus de pression intérieure ici ou là, en plongeant à pic, elles peuvent diriger la pression plus ou moins fortement à l'intérieur de leur corps. Et quand elles sont en train de se nourrir au fond de l'eau, elles peuvent presque tout fermer, à l'exception de la queue, du cerveau et du cœur, ce qui leur permet de manger sans dépenser trop d'énergie pendant qu'elles sont dans les profondeurs. Le cachalot aime manger des calamars géants qui mesurent 12 mètres de long. Il y a des batailles phénoménales. Beaucoup de cachalots ont la peau pleine de cicatrices à cause des crochets des calamars. Les baleines sont très sociales et sont dotées d'un appareil de communication très sophistiqué qui leur permettent de communiquer à des centaines de kilomètres. Émettez une onde sonore sous l'eau et elles pourront localiser de grands bancs de proies. Elles pourront ensuite se diriger vers eux et les trouver. C'est ainsi que nous avons conçu nos premiers sonars. L'évolution enseigne que les baleines sont de véritables animaux terrestres qui ont décidé de retourner vivre dans l'océan. Dieu a conçu les baleines de telle sorte que lorsqu'elles respirent par leur trou de soufflage, il n'y a aucune connexion avec leur bouche. Mais il y a une connexion chez les mammifères. Leur nez et leur bouche sont connectés. Vous pouvez avoir le nez plein d'eau et ça peut redescendre dans votre bouche. Vous pouvez avoir des choses dans la bouche chez les enfants qui ressortent souvent par le nez. Pour manger, les baleines ouvrent la bouche, parfois sous une grosse masse de pression, et remplissent leur bouche pour manger. Donc leur bouche et leur nez ne sont pas connectés. Comment une telle chose pourrait évoluer lentement en une autre chose ? Soit vous avez un système partiellement déconnecté qui permet de ne pas se noyer, soit vous n'avez rien. Je ne vois donc aucune preuve que les mammifères terrestres auraient migré dans l'océan et qu'ils se seraient transformés en baleines, en marsouins, en dauphins et en toutes ces espèces sous-marines. Nous n'avons pas la moindre preuve de cela. Voici un petit oiseau qui doit être le plus grand navigateur du monde. Le pluvier doré du Pacifique est un oiseau de rivage qui vit dans le Grand Nord arctique. Il pèse seulement 50 grammes, pond environ 4 œufs qui éclosent en 24 jours. Après avoir eu ses poussins, cet oiseau se lance dans une courageuse et herculéenne migration. Comment l'évolution explique la manière dont un animal migrateur migre de l'endroit où il vit en été à celui où il va vivre en hiver? Habituellement, l'explication, c'est que vous avez un certain type d'oiseau qui grandit au Texas, puis à un certain hiver, le Texas a des hivers froids, donc il décide, qui sait pourquoi, d'aller à Mexico. Alors il vole à quelques kilomètres au sud et se dit « Tiens, ça a l'air cool ici », puis il revient au Texas pour l'été. Mais les étés, ils sont très chauds. Alors il se dit « Je vais plutôt aller au Kansas ». Il vole donc au nord à la recherche d'une météo un peu plus fraîche. Puis chaque année, il irait un peu plus loin au sud, un peu plus loin au nord, jusqu'à ce qu'il arrive en Arctique et qu'il revienne jusqu'en Amérique du Sud.
Premièrement, ce sont des oiseaux très petits, environ la taille d'une colombe. Ce ne sont pas des nageurs et ils vivent en Arctique, en Alaska. Ils laissent là-bas leurs petits et s'envolent pour Hawaï pour l'hiver. Quand cet oiseau quitte l'Alaska, il doit faire un vol de 88 heures sans s'arrêter parce qu'il n'y a pas de terre entre ces deux endroits. 3 jours et 4 nuits sans s'arrêter. Comment font-ils ça ? Eh bien, ces petits oiseaux commencent par manger en grande quantité. Ils gagnent ainsi environ 70 grammes d'énergie consommable. Mais voici le problème. Nous avons un vol de 88 heures et ils brûlent 1 gramme par heure, ce qui ne leur donne que 70 heures de carburant. Ils devraient donc finir dans l'océan à l'approche du Hawaï. Comment y arrivent-ils ? Eh bien, Dieu les a conçus pour qu'ils volent en formation. Ils alternent les meneurs, ce qui leur permet de briser les vagues d'air, ce qui facilite les choses. Les oies aussi volent en formation, et ce processus économise l'énergie qu'il faut pour voler. Ce n'est pas rare pour des oiseaux de cette taille de perdre 50% de leur poids corporel total. Et c'est de la graisse qui est brûlée tout au long de leur route de migration. C'est un exploit incroyable. Imaginez, vous, un être humain de 45 kilos, perdant 22 kilos en l'espace de 5 jours de voyage à travers le monde. C'est quelque chose que les mammifères ne peuvent pas faire. Seul Dieu aurait pu faire cela, car l'explication évolutionniste ne fonctionne pas. Il est impossible qu'ils puissent aller un peu plus loin chaque année au sud ou au nord au risque de se transformer en appât à poissons et au risque de ne pas atteindre leur destination. Il y a une autre chose intéressante. Les parents ont leurs œufs et les bébés éclosent. Mais ensuite, les parents s'envolent pour Hawaï. Les petits sont donc là, vont se nourrir et grandir, prendre de la masse jusqu'à accumuler leurs 70 grammes de graisse. Et ensuite, ils s'envolent pour Hawaï, mais ils n'y sont jamais allés avant. Alors, comment est-ce qu'ils pilotent ? Comment savent-ils où aller ? Personne ne le sait. Et s'ils manquent leur destination, imaginons qu'un vent latéral les emporte et les font dériver de leur route, ils y arrivent quand même. Ils peuvent arriver exactement au même endroit chaque année, à l'intérieur d'une zone de la taille d'une pièce, et cela après des milliers de kilomètres. Comment ces animaux partent d'ici pour arriver là-bas ? Les scientifiques essayent toujours de se l'expliquer, et c'est la même chose avec les pigeons voyageurs. Ces oiseaux peuvent trouver leur chemin de retour à la maison à l'endroit exact où ils ont besoin d'aller en partant de n'importe où dans le monde. Il y a d'immenses zones qu'ils n'ont jamais survolées auparavant. Ils utilisent des tas de moyens dont nous ignorons tout. Nous ignorons tout de ce qu'ils font. Mais quand nous les prenons pour les relâcher, ils volent en cercle pendant un moment, s'orientent et rentrent chez eux. C'est fou. Qu'est-ce qui les guide sur leur route ? Quelle usine Dieu a-t-il construit en eux ? Je pense que c'est la seule manière de l'expliquer. Dieu a fait ces petites créatures de sorte qu'elles puissent trouver leur chemin à travers des territoires qui leur sont totalement inconnus. Quelle merveilleuse, fabuleuse chose a fait notre Dieu. Ces libellules, qu'on appelle dragons volants en anglais, sont vraiment rapides. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on les appelle dragons ? C'est à cause de leur mâchoire féroce, regardez ça. La libellule est une chasseuse remarquable. Elle peut fondre sur ses proies à une vitesse de 30 km/h. Le design de ses ailes lui donne une agilité incroyable au vol, et ses yeux peuvent repérer ses proies à plus de 12 mètres. Très peu peuvent s'en échapper. Les libellules vivent dans l'eau quand elles sont des larves et peuvent y rester pendant 1 an ou 2. Dans l'eau, elles mangent des petits poissons, des têtards. Elles sont des tyrannosaures rex. Le top niveau des carnivores de beaucoup de milieux aquatiques. Elles ont une bouche qui ne ressemble à rien d'autre. Il y a des genres de sillons en dessous qui peuvent capturer et compresser tout ce qui s'en approche. Par endroits, il y a des bancs de têtards. Arrive une larve de libellule. Elle en attrape un et le mange. Et ce têtard, qui est dévoré, va éteindre un genre de signal qui va faire changer les autres têtards de la zone en une couleur un peu différente, ce qui va leur permettre de nager plus vite et de fuir la libellule.
L'évolution reste évidemment sans réponse face à ce genre de choses. Les libellules ont les meilleurs yeux de toutes les espèces d'insectes. Elles doivent en avoir plus de 30 000. Elles ont de minuscules facettes. Chacune d'entre elles prend un peu de lumière et un peu d'image, et rien ne se rapproche d'une telle chose. On dit que Sikorsky, l'inventeur de l'hélicoptère, aurait étudié les libellules et que c'est comme ça qu'il aurait eu l'idée des hélicoptères. Une libellule a deux paires d'ailes. Les ailes de devant, si elles volent en avant, vont lui donner la levée. Et les ailes arrière vont lui donner la propulsion, la poussée. Mais elles peuvent voler en arrière. Et quand une libellule vole en arrière, les ailes arrière lèvent et les ailes avant propulsent. Elle est donc capable d'inverser complètement le rôle de ses muscles. Et elle le fait en un instant. Elle peut s'envoler, s'arrêter et voler en arrière. Les libellules ont des muscles qui sont attachés à chaque aile et elles utilisent chaque paire d'ailes indépendamment. Elles peuvent embarder et faire des manœuvres en faisant mieux que quiconque essaye de les imiter. C'est, à ce que je sache, le seul insecte qui, quand il tourne, tout son corps tourne. Donc, quand elle vole tout droit, tout son corps est droit, l'abdomen est droit. Mais si maintenant elle opère un virage, ça veut dire que son aile supérieure, celle qui est en l'air, comparée à son aile inférieure, celle qui est en dessous, font deux choses différentes. Elle fait donc travailler ses ailes de deux manières différentes de chaque côté de son corps. Et les ailes elles-mêmes sont mystérieuses. Pourquoi ces petites ailes fragiles ne sont pas détruites ? On peut voir à travers comme du papier fin. Mais Dieu a fabriqué des petits canaux dans ses ailes, qui doivent mesurer 1/100 de millimètre, qui apportent toutes sortes de force à la libellule. Elles ont des cellules qui sont plus épaisses au bout de leurs ailes, ce qui fait que quand elles volent, les ailes ne tremblent pas. C'est un miracle. Je ne vois pas de quelle autre manière l'expliquer. Notre Dieu est fabuleux. Il existe un autre animal énorme qui passe beaucoup de temps dans l'eau. Son nom veut dire cheval de rivière. C'est l'hippopotame. Ils ont peut-être l'air placides et maladroits, mais sur la terre, l'hippopotame africain peut peser jusqu'à 3 tonnes et peut courir jusqu'à 50 km/h. Mais les hippopotames préfèrent l'eau, où ils peuvent marcher au fond avec grâce et s'y attarder pour se garder au frais. Sa peau est épaisse de 3 à 4 cm et possède un système remarquable d'hydratation et de protection du soleil d'Afrique. Certains pensent que l'hippopotame saigne ou transpire son sang, puisque c'est rouge. Mais il a des glandes sur sa peau qui exudent un fluide rosâtre, un rougeâtre, quand il est hors de l'eau. Il allume ses petites glandes et c'est ce qui va enduire sa peau du fluide rosâtre ou rougeâtre qui agit comme un bloqueur de soleil. Et c'est également un répulsif à insectes. L'huile rouge qu'il sécrète aide à combattre les infections de la peau, quand par exemple ils se battent avec les taureaux pour le territoire et qu'ils s'entre-déchirent. Cette huile prévient aussi les infections de peau puisqu'ils vivent dans une eau très vaseuse. D'où vient tout cela? Comment cette capacité aurait-elle évolué? Bien qu'il ait l'air si paisible et serein, ne soyez pas dupes. Quand il fut menacé, l'hippopotame africain a tué plus de personnes que n'importe quel autre animal en Afrique. La mâchoire de l'hippopotame a une incroyable force d'écrasement et ses dents peuvent atteindre 45 cm. Une des choses les plus étonnantes à propos des hippopotames, c'est leur mâchoire. Ils ont la plus grande bouche de tous les animaux terrestres. En fait, elle est tellement grande qu'elle peut écraser des canoës. Les hippopotames sont connus pour ouvrir leur mâchoire à 180 degrés. Sa bouche peut presque se retourner. On le voit souvent quand ils bâillent ou quand ils montrent qu'ils sont le meilleur hippopotame du coin. Leurs yeux, oreilles et narines sont sur le dessus de leur tête. C'est spécialement conçu pour que l'hippopotame puisse être presque entièrement submergé dans l'eau en gardant l'œil ouvert sur ce qui l'entoure. Les hippopotames peuvent rester sous l'eau environ 6 minutes en retenant plus d'oxygène dans leur sang, comme les baleines et les dauphins. Ils peuvent aussi dormir pendant des heures sous l'eau. Ils lèvent simplement leur tête, prennent leur respiration, retournent sous l'eau sans même se réveiller, comme nous lorsqu'on se retourne dans notre sommeil. Les hippopotames sont des parents formidables. Les femelles mettent pas dans l'eau pour empêcher leurs bébés de tomber et de mourir. Leur troupeau se compose d'environ 10 à 20 spécimens. Et ces troupeaux sont les hôtes d'un bon nombre d'autres créatures.
Il existe plusieurs sortes de petites créatures qui vivent dans l'eau, et ce qui rend possible leur présence ici est la présence des hippopotames car ils font leurs excréments dans l'eau, et ces petites créatures vivent grâce à cela. Il y a des endroits en Afrique où il y a des piscines dans lesquelles les hippopotames ne vont pas pour telle ou telle raison, et elles sont stériles. Il n'y a pas de vie dedans. Toutes ces choses sont donc dépendantes les unes des autres d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a énormément de choses que Dieu a fait qui peuvent nous apprendre tous les jours plus sur son œuvre. Je vais aller dans cette grotte où j'espère y trouver des vers luisants et des lucioles. Il faut que j'allume ma lampe, mais contrairement à moi, ces créatures émettent leur propre lumière. Cette lumière est une lumière froide. Nous ne connaissons rien de tel. Les scientifiques n'ont pas encore pu comprendre comment la produire. Ils utilisent 100% de leur énergie dans la lumière. Pour une ampoule incandescente, c'est à peu près 4% de lumière et le reste, c'est de la chaleur. Nous gâchons donc 96% d'énergie. Mais chez un ver luisant ou un Lucior metica, la lumière est si vive que les indigènes d'Amérique du Sud se font des petits paniers où ils mettent des vers luisants et ils s'en servent comme lampe de poche pour marcher dans les bois. Leur lumière contient deux substances qui se mélangent, la luciférine et la luciférase. La luciférase contient environ 1000 acides aminés et les scientifiques ne sont toujours pas capables de dupliquer cette enzyme. Nous avons ici un insecte qui est supposé ne connaître rien sur rien, mais qui aurait supposément évolué d'on ne sait où et qui aurait la faculté de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec toute notre technologie high-tech. Pourquoi ces créatures produisent de la lumière? Quel est le but de cette lumière? Et pourquoi font-ils clignoter cette lumière d'une manière qui paraît planifiée? Les scientifiques pensent qu'une partie de cette fonction leur sert à trouver leur partenaire. Certains de ces insectes ont une manière très ordonnée de faire clignoter la lumière, et ils s'en servent pour communiquer. Autre chose, il y a un groupe de ce type particulier d'insectes. Sur un arbre entier, il va y avoir un de ces insectes sur chaque feuille. Et ils allument l'arbre en entier. Tous les insectes allument leur lumière exactement au même moment. Et les scientifiques n'ont pas la moindre idée de la manière dont ils communiquent pour s'envoyer le signal pour allumer leur lumière tous en même temps. La lumière peut être vue à un peu plus d'1 kilomètre. Elle illumine des endroits le long des rivières en Asie du Sud-Est. C'est un beau phénomène. Notre Dieu est époustouflant. Toutes ces choses auxquelles il a pensé. Il a commencé de rien. Nous avons toutes ces choses sur lesquelles travailler, mais lui, il a commencé avec absolument rien. Il a imaginé toutes ces choses et elles fonctionnent. Ça relève d'un génie incroyable, de sagesse et de pouvoir. C'est notre Dieu, le Dieu de la Bible. Étonnantes petites créatures. Saviez-vous que certains Indiens d'Amérique s'enduisaient le visage et le torse de lucioles comme décoration? Je viens de penser à quelque chose. Je suis dans une grotte, c'est l'hiver. Est-ce que les ours n'hibernent pas dans les grottes en hiver? Les ours d'Amérique du Nord sont de puissantes et très grandes créatures. Les grizzlies peuvent peser 300 kg et les ours polaires plus de 450 kg. Ils peuvent courir jusqu'à 50 km/h et ils ont aussi un appétit énorme. Ils passent le plus clair de leur temps à chercher de la nourriture, accumulant ainsi de la graisse pour l'hibernation. L'hibernation est un des faits les plus miraculeux de la création. Les mères ont leurs petits oursons et s'en occupent pendant plus de 5 mois sans boire une seule goutte d'eau. D'où vient le fluide pour nourrir un ourson pendant 5 mois, parfois 7 sans rien boire? Ce qu'il se passe, c'est que l'ours est gras. Et quand il passe en hibernation, ce gras dans l'ours se décompose. Et chaque gramme de graisse dégage 1,5 gramme d'eau. Et cette eau retourne dans le système de l'ours.
Voici donc comment la mère produit le lait pour nourrir son petit. Elle ne va pas non plus aux toilettes, donc son surplus de matière est recyclé. L'ours a sa propre usine intérieure qui transforme ça en protéines dont il a besoin pour nourrir son corps, pour survivre et pour nourrir son petit. Les scientifiques ne savent pas comment l'ours fait cela. Aussi un autre mystère, comment les ours en hibernation préservent leur force musculaire. Les ours perdent seulement 20% de leur force pendant ces 5 mois d'hibernation. Si vous mettez un humain dans un lit pendant 5 mois, il va perdre 90% de sa force musculaire. Nos muscles se détériorent même en seulement 1 mois. Si un lion venait à chasser un ours juste à sa sortie d'hibernation, il pourrait le combattre et rester fort. Récemment, ils ont fait des expériences. Ils ont branché des appareils sur un ours en hibernation et ont découvert qu'ils avaient de violents frissons et que leurs muscles étaient en tension. Ils supposent donc que les ours font comme des exercices isométriques. Ils gardent leur force à travers tout l'hiver en tendant leurs muscles. Dieu a construit ça dans l'ours pour qu'il puisse se protéger, prendre soin de lui et protéger sa progéniture dès la sortie de son hibernation. C'est fascinant. Le Dieu de la Bible a pensé à tous les moindres détails de toutes choses. Il est imbattable. Wow. Waking a bear with cubs. Réveiller un ours avec des oursons, ça fout vraiment les jetons. Bear. Hey, look. Regardez, une créature qui n'a aucun problème pour trouver un repas. Parce que tout ce qu'il mange, c'est de la poussière. Pour un ver de terre, le monde entier est un buffet géant. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, les vers de terre sont des spécimens incroyables. Les vers de terre communs peuvent manger l'équivalent d'un tiers de leur poids en une seule journée. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont sensibles aux vibrations, et il y en a de toutes tailles. Il y a un ver de terre en Australie de 2 à 3 cm de diamètre et de 3 mètres à 3,50 m de longueur. On dirait un serpent. En moyenne, les vers de terre, au bout d'environ 1 an, mesurent probablement 15 à 20 cm de long. Mais si vous essayez de les attraper, ils peuvent aller en marche arrière. Ils ne peuvent pas seulement ramper en sens inverse, ils peuvent aller en marche arrière et s'en retourner dans leur trou. C'est merveilleux. Ils retournent la terre, l'aèrent et la fertilisent. Vous allez me dire, comment font-ils cela ? Eh bien, un ver de terre crache littéralement sur la poussière en face de lui, ce qui l'adoucit. Et s'il ne peut pas passer à travers, il va simplement la manger. Il va pointer son nez à un endroit exact, il va le coller dans la plus belle petite fissure, et là ensuite il pourra pousser dans cette fissure pour étendre la poussière. Pour cela, ils ont des petits organes à l'intérieur qui poussent. Quelqu'un a mesuré. Ils peuvent littéralement pousser 1,54 atmosphères de pression. Ensuite, pour s'introduire, ils ont des petites ancres. Quand ils rampent, ces ancres sont cachées, rentrées dans leurs petits plis. Mais quand ils veulent se déplacer, ils les font sortir en partie. Ils les étendent et les contractent, ce qui leur permet d'avancer, de les tracter de façon à ce qu'ils puissent se déplacer. Quand vous tirez sur un ver, ces poils vont sortir et s'ancrer dans le sol. J'ai lu quelques essais d'évolutionnistes qui parlaient des vers de terre. Et comme ces petites ancres qu'ils dégainent de leur côté sont comme des touffes de cheveux, ils disent donc que le ver de terre primaire a évolué en perdant sa fourrure. Mais premièrement, pourquoi un ver de terre aurait besoin d'un manteau de fourrure ? Et deuxièmement, où est la preuve de cela ? La seule chose qu'ils ont, ce sont ces petites choses qui ont cette fonction et ils en concluent ça ? Pourquoi devrions-nous dire qu'ils viennent forcément de quelque chose qui avait une fourrure ? Les taupes sous la terre vont manger ces vers de terre et souvent les taupes vont mordre leur tête parce qu'une fois qu'elles ont mordu leur tête, ils ne rampent pas mais peuvent rester en vie. Ils restent donc en vie là-dessous et ensuite après l'hiver, la taupe revient pour le manger. Mais certains d'entre eux n'attendent pas de se faire manger. Ils régénèrent leur tête à temps et peuvent à nouveau ramper et s'échapper. Ils ont la faculté de presser leurs muscles et de laisser la queue plutôt que la totalité, puis de se régénérer. Quelle merveille ce petit ver de terre que Dieu a fait. Vous pouvez le scinder en 3 morceaux, il pourra se régénérer lui-même, même sa tête.
even its head. Here's an animal. Voici le plus grand animal terrestre de la Terre. Les éléphants peuvent peser jusqu'à 6 tonnes, et ils sont peut-être gros, mais loin d'être bêtes. Les éléphants font partie des animaux les plus intelligents. Il y a deux sortes d'éléphants, ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui viennent d'Inde. Pour les différencier, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder leurs oreilles. L'éléphant africain est celui qui a les plus grandes oreilles. L'asiatique a les plus petites. Leurs oreilles sont leur système de climatisation, parce qu'ils n'ont pas de glande sudoripares. Alors quand ils ont chaud, pour réduire la chaleur, ils vont éventer leurs oreilles. Dieu les a construits avec des vaisseaux sanguins sur toute la surface de leurs oreilles. On peut voir sur leurs oreilles des veines à l'arrière, et certaines d'entre elles mesurent environ 2 cm de diamètre, ce qui est plutôt gros, et qui peut donc transporter une grosse quantité de sang. Ils peuvent se rafraîchir d'au moins 10 degrés en très peu de temps. La trompe d'un éléphant, bien qu'elle paraisse plutôt étrange et inhabituelle, donne à l'éléphant un outil puissant et polyvalent pour se nourrir, se laver et pour travailler. Avec sa trompe, l'éléphant peut dans un premier temps sentir. Il a un odorat extrêmement développé. Il boit avec sa trompe. Il la remplit d'eau, de plusieurs litres. Leur trompe a 6 groupes majeurs de muscles et environ une centaine de milliers à l'unité. Un éléphant peut porter une bûche de 200 kg, mais sa trompe est si sensible qu'elle peut également prendre doucement quelque chose de la main d'un enfant. Une trompe peut peser 100 kg, et leurs défenses peuvent peser plus de 90 kg chacune. L'éléphant possède donc 180 kg de défense, 100 kg de trompe, et enfin, les os de sa tête sont très poreux. Dieu l'a fait ainsi pour qu'au moins il n'ait pas à se soucier d'une pesante boîte crânienne qu'on ne devra même pas appeler un crâne parce que c'est vraiment très poreux. Dieu les a donc fait de cette manière pour compenser leur taille. Si vous regardez les os des pieds d'un éléphant, ça ressemble presque à une blague divine, parce que sur son os, il marche sur la pointe des pieds. Nous avons donc un animal énorme qui déambule sur la pointe des pieds. Mais c'est invisible si l'on regarde seulement ses pieds à cause de son gros coussinet. Peser 5 tonnes peut provoquer pas mal d'usure et de déchirures sur vos os, et pour cela, ils possèdent un gros coussin entre le coussinet de leurs pieds, qui est le dessous de leurs pieds, et les os de leurs pieds. Il peut marcher silencieusement. Ses pieds sont conçus pour que même si une brindille craque sous son pied, le son est étouffé. Il peut donc marcher presque sans bruit. Souvent, les éléphants marchent le long des étangs et des rivières, et ils vont s'enfoncer dans la boue sur les rives, et ils peuvent s'enfoncer à 1 mètre. Vous devez vous imaginer que ça doit leur faire comme une botte. Comment se retirer de là? Bien, Dieu a fait les pattes des éléphants de façon à ce que quand il commence à tirer sur sa patte embourbée, son diamètre diminue. Elle devient alors une patte plus mince, avec un pied plus mince, et il n'y a plus de problème pour l'en retirer. And that way he doesn't have any problem at all. Les éléphants vivent en cercle familial très proche et sont d'excellents parents. Ils vont protéger farouchement leurs éléphantaux qui pèsent déjà 90 kg à la naissance. Les éléphants ont non seulement une grande espérance de vie, mais ils semblent aussi avoir une longue mémoire. Les éléphants d'Afrique ont été observés pendant plusieurs années. Certains d'entre eux étaient très vieux, 60 à 70 ans. Certains d'entre eux sont morts. Et c'est presque comme si les autres leur rendaient hommage. Ils se réunissent autour du mort, déambulent autour de lui, le regardent tristement, et peut-être, 2 ans plus tard, un des éléphants va revenir à l'endroit où l'éléphant est mort. Les os sont peut-être encore sur place, et c'est comme s'ils se recueillaient et priaient.
Les idées ont des conséquences. Regardez notre culture et ce qui est enseigné dans les écoles et nos universités. Nous enseignons même des choses qui ne sont pas vraies et qui sont reconnues comme étant fausses. Par exemple, il est encore courant de voir les dessins de Eccles ou la théorie de la récapitulation dans les manuels scolaires. Il s'agit de photos de petits embryons, de cheval, de vaches, de cochons et d'humains, et ils se ressemblent trait pour trait. Eh bien, il a été prouvé que c'était une fraude en 1884, et c'est toujours dans les manuels scolaires. Ensuite, vous avez des choses comme le phalène du bouleau. Ces papillons grandissent et vivent sur des troncs d'arbres, et pendant la révolution industrielle, apparemment les troncs ont été recouverts de charbon. Et tout d'un coup, les oiseaux ne pouvaient plus voir ceux qui étaient de couleur foncée. Ils les confondaient. Mais ils mangeaient ceux de couleur claire. Ça prouve seulement la sélection naturelle. Mais tout cela était une fraude. Ces papillons ne grandissent même pas sur les troncs d'arbres, ils n'y vivent pas, ils vivent en haut des arbres. Les oiseaux ne peuvent donc pas les manger sur les troncs puisque les papillons n'y vivent pas. Mais ces photographies figurent toujours dans les manuels scolaires. Tout cela a été démontré publiquement en 1999. Nous sommes donc face à un système d'illusion qui est propagé à la surface du monde et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais il y a des gens qui savent et qui continuent à l'entretenir. Il y a des gens comme Carl Sagan qui passent à la télévision et ces gens-là disent que l'évolution n'est même plus une théorie mais que c'est un fait établi. Ce sont des balivernes. Et ils le savent très bien. C'est ce qu'on appelle de la propagande. Quand un homme brillant qui possède un doctorat et une blouse blanche se place devant Joe, l'Américain moyen, en disant « Nous avons prouvé l'évolution avec notre science, c'est un fait », eh bien, premièrement, il ne parle pas de la science, parce que vous ne pouvez pas prouver la macroévolution avec la science, ça relève plus de la philosophie, et le fait est que l'évolution n'est pas un fait établi. Les moineaux sont les oiseaux les plus communs dans le monde. Mais en tant que créature volante, le moineau a peu de concurrence. Voici un petit moineau. Il vole dans les airs. Ça a l'air si facile. Ils peuvent voler à travers un arbre ou un buisson avec des branchages et des feuilles sans jamais rien heurter. Ils esquivent, volent et oscillent. Ils sont capables de dire à leur plume « Tiens, là, il faut s'ajuster ». Par exemple, quand ils volent normalement et qu'un peu de vent les saisit, ils peuvent ajuster les plumes de leurs ailes, même d'1 degré. Ils peuvent les tourner, les soulever, les baisser. Toutes leurs plumes sont reliées à leur cerveau. Ils peuvent ainsi ajuster différentes plumes à différents degrés. Les plumes font partie des matériaux les plus résistants que l'homme connaisse en termes d'apport force-poids, plus résistantes que l'acier. Feathers are some of the strongest strength-to-weight ratio materials known to man, stronger than steel. L'évolution enseigne que les plumes proviennent des écailles, parce que les oiseaux viennent des reptiles. Est-ce que ça ressemble aux fruits d'une écaille? Ils n'ont pas de muscles, pas de follicules. Tout l'ouvrage s'effondre. Il n'existe aucun lien entre ces deux choses. Si les oiseaux viennent des reptiles, on doit s'attendre à ce que leurs os ressemblent à ceux des reptiles. Mais pas du tout, ils ont des petites poches d'air à l'intérieur. Ils peuvent même y retenir de l'air comme des poumons. Leurs os sont ultra légers et faits pour voler. Quand on regarde un moineau, on voit qu'il est fait pour voler. L'homme n'a jamais été capable de reproduire l'efficacité des oiseaux en termes d'agilité de vol avec nos avions et autres machines. Son cœur est si puissant qu'il peut battre à 660 battements par minute. Sa conception a captivé la curiosité et l'imagination des ingénieurs du vol pendant des années. Il a un système digestif très petit, contenant des sucs digestifs très concentrés. Parce qu'un oiseau ne peut pas peser lourd, sinon il ne vole pas. Il doit alors manger et digérer immédiatement pour se débarrasser de son poids. Tout cela doit être bien compris et bien pensé dans le cadre de la conception de l'oiseau, comme pour la conception de la libellule ou de la luciole. Un autre fait sur les moineaux et les oiseaux, ils ont ce qu'on appelle des points de couvaison. Quand ils sont proches de pondre leurs œufs, Dieu les a conçus spécialement comme ça, pour qu'ils n'aient pas à porter le poids superflu de leurs œufs quand ils volent. Donc, dans cette zone de leur poitrine, il y a ces petites plumes et leur duvet qui commencent à se détacher.
And they'll use et some ils of s'en those servent behind pour the nest, tapisser le nid. but it leaves Et ça leur laisse la peau nue. And that skin is Cette peau est fascinating fascinante parce que ces vaissaux sanguins se multiplient. Ils sont 7 fois plus nombreux que la normale et deviennent 5 fois plus gros. Et quand cette peau touche les œufs, on ne sait comment, mais il s'établit une communication partant de l'œuf, passant par le point de couvaison jusqu'au cerveau de l'oiseau. Et il peut se dire « Mon œuf là-dessous est un peu trop chaud ». L'oiseau va donc s'enlever de l'œuf pendant un moment, ou il va peut-être se dire « Il y a trop d'humidité ». L'oiseau a donc des moyens pour y remédier. La communication passe par ce point de couvaison. Les pingouins couvrent leurs œufs au-dessus de leurs pattes. Ils placent l'œuf sur leurs pattes, le gardent ainsi à l'écart de la glace et de la neige. Et ensuite, ils utilisent un repli flasque et sans plume de la peau de leur ventre pour recouvrir l'œuf, en l'enfermant complètement sur le dessus de leurs pieds. C'est un mécanisme très sophistiqué pour garder la température sous contrôle direct pour le bon développement de l'embryon dans l'œuf. Comment cela aurait pu évoluer? Si vous n'aviez pas ça dans l'oiseau pour le tout premier œuf que l'oiseau a pondu, cet œuf se serait juste posé là et serait mort. On en revient à l'idée de l'irréductible complexité. Tous les morceaux doivent être là depuis le commencement ou bien vous n'avez tout simplement pas les créatures. Vous n'avez pas de point de couvaison, ni les œufs, ni la faculté de faire les œufs, donc pas la faculté de voler si toute cette matière est à l'intérieur de l'oiseau. Donc, Dieu a donc pensé à tous les différents angles et ajustements nécessaires pour concevoir sa création, pour la faire fonctionner efficacement et merveilleusement. Les moineaux sont des pilotes incroyables. Et en parlant de vol, voici une machine volante. Quand on regarde cet avion, ça semble évident que quelqu'un ou qu'une équipe de production l'a fabriqué et conçu pour le vol. Mais quand certaines personnes considèrent de manière différente la conception incroyable des créatures, ça me paraît étrange à moi qu'ils ne reconnaissent pas ce même principe. Quand vous regardez ces animaux ou ces insectes si fascinants, c'est évident qu'ils ont été spécifiquement et soigneusement conçus. Observer ces créatures devrait nous faire penser qu'elles ont été conçues. Vous savez, moi, j'y vois de l'art, j'y vois une création, je vois quelque chose qui semble avoir été fabriqué. Ça ne ressemble pas du tout au produit d'un processus aléatoire, hasardeux et insensé. Ça fait partie de la révélation. En regardant les choses que Dieu a faites, on devrait se demander qui est le créateur de tout cela, qui est le concepteur, l'artiste. Et ça devrait nous mener à la Bible. Ce livre nous parle de ce Dieu. Elle nous dit qu'il a tout créé par sa parole. Mais il y a plus que ça. Il a créé chacun d'entre nous. Et que ce Créateur est même entré dans sa création, dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Créateur qui a fait ses miracles ici sur terre pour prouver qu'il est Dieu. Il a fait des choses qu'on ne pourrait pas faire. Il y a des gens qui me disent « Je suis Dieu ». Je leur dis « Ok, prouve-le, montre-moi comment tu marches sur l'eau ». Non, je peux pas faire ça. Bon alors montre-moi comment tu crées une planète. Non, je peux pas le faire. Eh bien tu n'es pas Dieu. Mais Dieu, je le connais. Je connais quelqu'un qui peut faire ces choses. Son nom est Jésus. Il est entré dans sa création en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu. Et il est mort sur la croix pour prendre la peine de vos péchés et des miens. Il est dit que Dieu nous aime infiniment, car Jésus est mort pour nous, alors que nous étions tous pécheurs. Donc, cela veut dire qu'il y a une réserve pour mes péchés et les péchés du monde entier. Quelle est cette réserve? C'est la mort et la résurrection du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes péchés soient pardonnés? Il faut que je mette ma foi et ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Sauveur. Je peux prier, demander à Dieu de me pardonner pour ce que j'ai fait de mal. Dieu veut nous connaître et il veut que nous le connaissions. Et voici le but de sa création. Nous sommes la chose la plus élevée dans sa création, créée à l'image de Dieu, et il veut que nous entrions en relation avec lui. Il veut que nous l'adorions, que nous fassions son éloge, que nous le remercions, parce qu'il a tout créé. Toutes ces créatures incroyables qui défient l'évolution, il les a créées, il vous a créées. Il souhaite avoir une relation avec vous. C'est pour cela qu'il vous a fait. Alors pourquoi ne pas entrer en relation avec lui grâce à Jésus-Christ? Well, there you have it.
Voilà, nous sommes entourés de créatures incroyables. Alors la prochaine fois que vous regarderez ce monde extraordinaire, rappelez-vous, ce n'est pas le fruit d'un accident. Je suis David Hines. À la prochaine.